Chapitre 1, le point de rupture. Le craquement d'un os résonna dans le garage comme un coup de feu. Derek Morrison leva les yeux de son établi où il nettoyait son fusil de chasse, le son lui glaçant le sang. Le cri de Tyler suivit immédiatement, un son qu'aucun père ne veut entendre. Derrick avait bâti sa vie sur la discipline et l'ordre. 20 ans dans les marines lui avaient appris que la préparation prévenait les catastrophes, que la vigilance protégeait sa famille. Mais il ne s'était pas préparé à cela. Il fit irruption par la porte reliant le garage à leur maison de banlieue juste à temps pour voir son fils de 12 ans se tordre de douleur sur le sol du salon, les mains serrées contre lui. Du sang suintait à travers le gilet de karaté blanc de Tyler, tachant le tissu de rouge. Au-dessus de lui se tenait Claire, l'épouse de Derrick depuis 15 ans, le visage pâle et tremblant. Que s'est-il passé? La voix de Derrick interrompit les sanglots de Tyler tandis qu'il s'agenouillait à côté de son fils. C'était un accident, balbutia Claire en reculant. On s'entraînait au nouveau kata que j'avais appris, et Tyler voulait essayer. Le mouvement a mal tourné, et mon coude aussi. Papa, ça fait tellement mal. Tyler halta, les larmes aux yeux. Le regard exercé de Derrick évalua immédiatement les dégâts. La façon dont Tyler se tenait le côté, la difficulté à respirer, sans doute une côte cassée, une perforation interne possible vu le sang. Derrick tendit la main vers son téléphone pour appeler le 911, mais la main de Claire se tendit brusquement pour l'arrêter. Derek, attends, on devrait peut-être l'emmener à l'hôpital nous-mêmes. Ce n'est probablement pas si grave. Pas si grave? Les yeux gris de Derrick devinrent froids. Notre fils a une côte cassée et une hémorragie interne. J'appelle les secours. Alors qu'il composait le numéro, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Linda et Robert Hoffman, les parents de Claire, se précipitèrent à l'intérieur avec l'énergie frénétique de personnes appelées en urgence. Derrick marqua une pause, perplexe. Comment avait-il su qu'il devait venir? Oh mon Dieu, que s'est-il passé? Linda halta, mais Derrick remarqua qu'elle regardait Claire en premier, pas Tyler. Avant que Derrick puisse répondre, Linda se précipita en avant et lui arracha le téléphone des mains. Ce n'est qu'une côte, Derek. Tu vas ruiner son avenir si tu en fais tout un plat. Rends-moi mon téléphone. La voix de Derrick portait ce calme mortel qui avait autrefois poussé les combattants ennemis à se rendre sans combattre. Robert s'interposa entre eux, le torse bombé par une fausse bravade. Arrête de faire le drame, Derek. Les garçons, ça se blesse. Ça forge le caractère. Derrick fixa les 3 adultes qui entouraient son fils ensanglanté, et une idée se cristallisa dans son esprit. Ce n'était pas de la panique ou un manque de jugement. C'était de la coordination. Claire avait appelé ses parents avant même qu'ils n'aient pu entrer. Ils avaient eu le temps de traverser la ville et d'arriver quelques minutes après l'incident. Un drame? Répéta Derrick lentement, d'une voix d'un calme mortel. Il regarda Tyler, toujours haletant sur le sol, puis Claire, qui ne pouvait soutenir son regard. Mon fils saigne, peut-être mourant, et je dramatise. Linda serra le téléphone contre sa poitrine. Claire avait travaillé si dur sur son karaté. Si la police signale l'incident, si cela se sait, cela pourrait affecter sa certification d'instructeur. Les pièces du puzzle s'assemblèrent comme une arme en train de s'assembler. Claire prenait des cours particuliers avec Todd Brennan depuis 8 mois, restant tard à son dojo 3 soirs par semaine. Obsédée par l'obtention de sa ceinture noire, elle ne cessait de parler des méthodes d'enseignement révolutionnaires de Todd. Derrick l'avait soutenue, l'avait même encouragée dans ce hobby, pensant que c'était bon pour son estime de soi. Mais la certification d'instructeur, c'était nouveau pour lui. Donne-moi mon téléphone, Linda. Derek se leva lentement, son 1,90 m se déployant avec une grâce prédatrice. Quelque chose dans son ton fit reculer Linda, mais Robert s'avança, essayant de l'intimider. Écoute, Morrison. Claire a commis une erreur involontaire. Ne détruis pas ses rêves pour un accident d'enfance. Derrick regarda son fils, se tordant de douleur, tandis que les 3 adultes se disputaient pour protéger l'avenir de Claire. À cet instant, 20 ans d'entraînement militaire, de situation de vie ou de mort, de loyauté et de fraternité se cristallisèrent en une seule vérité brûlante. Sa propre famille le traitait comme un ennemi. Il agissait plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Un instant, Robert se tenait entre Derek et le téléphone. L'instant d'après, il était au sol.
La main de Derrick se referma sur le poignet de Linda tandis qu'il récupérait son téléphone. « Derek !» hurla Claire. « Tu ne peux pas attaquer mon père comme ça. »« Surveille-moi », répondit Derek en composant à nouveau le 911. Lorsque l'opératrice répondit, il parla avec une précision militaire. « J'ai besoin d'une ambulance au 1247, rue Maple. Garçon de 12 ans, côte cassée avec hémorragie interne. Parents essayant d'empêcher les soins médicaux. » La dernière partie les figea tous les trois. En attendant les ambulanciers, Derrick s'agenouilla près de Tyler, appliquant une pression pour ralentir le saignement tandis que son esprit travaillait avec la froide efficacité qu'il avait maintenue en vie au cours de ses 3 missions de combat. Claire était assise dans un coin, ne cherchant plus à minimiser les blessures de Tyler maintenant que les secours arrivaient. Linda et Robert chuchotaient avec urgence, lançant des regards inquiets à Derek. Tyler était stable à l'arrivée de l'ambulance, mais Derrick avait déjà pris sa décision. Il accompagna son fils à l'hôpital, tandis que Claire le suivait en voiture avec ses parents. Dans la lumière assourdie de l'ambulance, tenant la main de Tyler pendant que l'ambulancier travaillait, Derek Morrison commença à planifier la mission la plus importante de sa vie. Il n'en avait aucune idée. Ce qu'il allait faire ensuite. Mais ils apprendraient que trahir Derek Morrison était leur dernière erreur. Chapitre 2. Ombre et secret. 3 jours plus tard, Tyler était chez lui, les côtes bandées et sous le strict ordre de se reposer. La blessure était grave, une fracture capillaire avait entaillé son poumon, mais il se rétablirait complètement. Derrick avait pris un congé de son travail de consultant en sécurité pour s'occuper de son fils, une décision qui lui laissait le temps de mener sa propre enquête. Claire s'était montrée exceptionnellement attentive depuis sa visite à l'hôpital, apportant à Tyler une soupe maison et l'observant avec une inquiétude coupable. Mais Derrick remarqua qu'elle partait toujours à ses cours de karaté tous les mardis et jeudis soirs, affirmant. Nous montrons qu'il s'épanouit malgré le traumatisme, sans en souffrir. Et comme si cela ne suffisait pas, Maria croisa le regard de Derrick. Ensuite, tu dois décider jusqu'où tu es prêt à aller pour garder ton fils. Derrick connaissait déjà la réponse. Il détruirait Rebecca Hoffman Walsh aussi complètement qu'il avait détruit tous ceux qui avaient menacé sa famille. Ses diplômes ne la protégeraient pas. Son statut juridique ne la sauverait pas. Et la respectabilité sociale n'aurait plus d'importance quand Derek Morrison partirait à la guerre. Mais cette fois, il devrait être plus prudent. Rebecca n'était pas une criminelle. C'était une femme égarée qui croyait sincèrement sauver Tyler d'un père dangereux. Derrick lui prouverait le contraire de la manière la plus durable possible. Tyler appela Derrick à son fils qui faisait ses devoirs à la table de la cuisine. Fais tes bagages. On part pour la Californie. On s'enfuit, demanda Tyler. Le sourire de Derrick était froid et prédateur. Non, fiston. Nous partons à la chasse. Rebecca Hoffman Walsh pensait pouvoir utiliser le système judiciaire pour arracher Tyler à son père. Elle était sur le point de découvrir que Derek Morrison ne perdait pas plus les batailles pour la garde de son fils que les guerres. Le dernier ennemi de Derrick pour protéger sa famille allait bientôt apprendre ce qui était arrivé à ceux qui menaçaient Tyler Morrison. Certaines batailles valaient la peine d'être menées jusqu'au bout du monde. Celle-ci en était une. Derek Morrison avait affronté des ennemis sur des champs de bataille étrangers et des menaces contre sa famille. À chaque fois, il en était sorti victorieux grâce à une planification supérieure, une exécution impitoyable et une détermination inébranlable à protéger ceux qu'il aimait. Le défi de Rebecca serait son ultime épreuve. Une bataille livrée dans des salles d'audience plutôt que dans des ruelles, avec des dossiers juridiques plutôt que des équipements de surveillance. Mais l'issue serait la même. Derek Morrison n'a jamais perdu lorsque sa famille était en jeu. Tyler grandirait en sécurité, libre, et avec la certitude que son père était un homme qui tenait ses promesses quoi qu'il en coûte. En fin de compte, c'était le seul héritage qui comptait. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Que Todd voulait l'aider à surmonter le traumatisme d'avoir blessé Tyler accidentellement. Derrick avait bâti son activité de conseil en sécurité sur un principe fondamental, faire confiance, mais vérifier. Il avait aidé des entreprises à démasquer des cas d'espionnage industriel, assisté les forces de l'ordre dans leurs opérations de surveillance et conseillé sur des questions exigeant discrétion et rigueur. Il allait maintenant appliquer ces mêmes compétences à sa propre famille. Il commença par les relevés téléphoniques de Claire, qui étaient étonnamment faciles d'accès puisqu'ils partageaient un forfait familial. Les schémas qui en résultaient le faisaient serrer la mâchoire.
Des SMS et des appels quotidiens avec Todd Brennan remontant à 7 mois. Des conversations nocturnes qui duraient des heures. Des fils de discussion supprimés que ses contacts militaires pouvaient récupérer avec le bon équipement. Mais ce sont les relevés de cartes de crédit de Claire qui révélaient la vérité. Des frais d'hôtel les jours où elle prétendait être chez sa sœur. Des achats de lingerie onéreuse dans des magasins où elle n'avait jamais fait ses courses. Un dîner à $300 chez Romano, le même restaurant où Dörrerick l'avait demandé en mariage 15 ans plus tôt. Les méthodes d'enquête de Dörrerick étaient minutieuses et patientes. Il avait installé un logiciel de suivi discret sur le téléphone et la voiture de Claire. Il s'était rendu au dojo de Todd sous prétexte d'envisager des cours d'arts martiaux pour adultes, d'étudier l'agencement et d'observer l'homme qui détruisait sa famille. Todd Brennan était tout ce que Dörrerick méprisait. Un beau gosse artificiel, avec une coiffure impeccable et un sourire d'entraînement qu'il utilisait comme une arme. À 35 ans, il avait 2 ans de moins que Derek, mais il avait l'arrogance de quelqu'un qui n'avait jamais eu à subir de véritables conséquences. Dörrerick l'observait donner un cours du soir, remarquant que les mains de Todd s'attardaient trop longtemps à corriger les élèves, que son regard suivait certaines femmes avec un intérêt prédateur. « Tu envisages de nous rejoindre ?» Todd s'approcha de Derek après le cours, un large sourire confiant. « Ta femme parle de toi tout le temps. Elle dit que tu aurais besoin d'un peu de détente. »« Ma femme parle de moi. » L'expression de Dörrerick resta neutre, mais son esprit catalogua chaque micro-expression traversant le visage de Todd. « Oh, absolument. Claire est l'une de mes élèves les plus dévouées. Très flexible. » L'accentuation de Todd sur le dernier mot était délibérée, ses yeux brillant de la satisfaction d'un homme savourant une blague privée. Dörrerick lui sourit en retour, l'expression si froide a glacé le sang. « Je parie que oui. » Ce soir-là, Dörrerick commença à fouiller plus profondément dans le passé de Todd. Base de données militaires, dossiers judiciaires, archives des réseaux sociaux. Dörrerick avait des contacts partout. Des faveurs qu'il pouvait réclamer. Après 2 décennies de service et 5 années de consultation privée, ce qu'il a découvert a dépassé ses pires espérances. Todd Brennan avait suivi un modèle pour différentes villes au cours des 10 dernières années, pour différents studios d'arts martiaux et une série de mariages brisés. Il s'était spécialisé dans le ciblage des femmes au foyer seules, leur offrant l'attention et la reconnaissance que leur mari était censé ne pas pouvoir leur apporter. À Phoenix, il avait séduit 3 femmes mariées simultanément. À Denver, il avait convaincu la femme d'un important homme d'affaires de quitter sa famille pour lui, puis avait disparu avec ses bijoux et ses économies au bout de 6 mois. Mais c'est l'incident de Milwaukee qui a glacé le sang de Derek. Un mari jaloux avait affronté Todd à son dojo. L'homme avait fini hospitalisé pour un grave traumatisme crânien après que Todd eut invoqué la légitime défense. Aucune charge n'a été retenue, mais le mari ne s'en est jamais complètement remis, passant le reste de sa courte vie en soins infirmiers. Dörrerick était assis dans son bureau à domicile à 2 heures du matin, les yeux rivés sur les rapports de police et les dossiers médicaux éparpillés sur son bureau. Tyler dormait à l'étage, se remettant de blessures qui pourraient. Les choses auraient pu être bien pires. Claire dormait à côté du lit de Tyler, où elle passait ses nuits depuis l'accident, prétendant vouloir s'assurer qu'il allait bien. Elle mentait aussi sur ce point. Le téléphone de Dörrerick vibra, accompagné d'un SMS. « Vivement demain soir où tu me manques déjà. » Claire avait laissé son téléphone en bas pendant qu'il chargeait. Une autre petite erreur, dont Dörrerick réalisait alors qu'elle avait passé des mois à se tromper soigneusement. Il fit une capture d'écran du message, l'ajoutant à son dossier de preuves grandissant. Mais Dörrerick Morrison ne se contentait pas de rassembler des preuves pour un divorce. Il construisait un dossier pour la guerre. Il repensa à Tyler allongé dans ce lit d'hôpital, tandis que les parents de Claire s'inquiétaient davantage de son avenir que de la vie de leur petit-fils. Il repensa au sourire suffisant de Todd et au sillage de famille détruite. Il repensa à Claire, qui lui avait promis de l'aimer et de l'honorer pour le meilleur et pour le pire, qu'il avait regardé droit dans les yeux pendant des mois tout en construisant une vie avec un autre homme. Dörrerick avait affronté des combattants ennemis qui avaient fait preuve de plus d'honneur que sa propre femme. À l'aube, il avait pris sa décision. Ce ne serait pas un divorce. Ce serait une guerre totale. Il les détruirait tous méthodiquement et complètement, ne laissant que des ruines dans son sillage. Todd apprendrait ce qui arrive aux prédateurs qui ciblent la mauvaise famille. Claire découvrirait que trahir un mari entraînait des conséquences qu'elle ne pouvait imaginer, et ses parents comprendraient qu'avoir permis la destruction de sa famille faisait d'eux des cibles légitimes. Derek Morrison n'avait jamais perdu une bataille. Il n'allait pas commencer maintenant.
Chapitre 3. La tempête qui se prépare. Derrick passa la semaine suivante à constituer son arsenal. Pas des armes. Il en avait beaucoup légalement stocké dans son coffre-fort. Mais quelque chose de bien plus dévastateur. Information et influence. Sa première étape fut Milwaukee, où il rencontra James Kowalski, le mari atteint de lésions cérébrales dont la confrontation avec Todd avait détruit sa vie. Derek le trouva dans un établissement de soins, un contremaître de chantier autrefois puissant, réduit à des mains tremblantes et à une élocution pâteuse. Todd Brennan. James peina à trouver les mots lorsque Derek prononça le nom. Il prit tout. Derrick passa 3 heures à se battre. Avec James et sa sœur Margaret, devenue sa tutrice après l'incident. L'histoire qui en résulta était déchirante et familière. Todd avait séduit Lisa. La femme de James l'avait convaincu que son mari la retenait, puis avait organisé une confrontation à son dojo, où il s'était défendu contre un homme désarmé avec une épée d'entraînement en métal. Lisa a emmené les enfants en Californie avec lui, expliqua Margaret, les larmes aux yeux. Elle n'avait même jamais rendu visite à James à l'hôpital. Elle avait dit qu'il l'avait cherché. Derrick quitta Milwaukee avec la bénédiction et la promesse de James. Todd Brennan paierait pour ses actes. Margaret serra Derek dans ses bras et il vit de l'espoir dans ses yeux pour la première fois depuis des années. De retour chez lui, Derek entama la deuxième phase de son opération. Il utilisa ses contacts en sécurité pour installer du matériel de surveillance dans toute sa maison. Des caméras si petites qu'elles étaient pratiquement indétectables, des appareils d'enregistrement audio capables de capter des conversations chuchotées. Si Claire et Todd voulaient détruire sa famille, ils le feraient devant une caméra. Les preuves qu'il rassembla au cours des jours suivants furent accablantes. Dégoûtant. Claire a amené Todd chez Derrick pendant que Tyler était à l'école, et que Derrick était censé être au travail. Ils ont fait l'amour dans le lit de Derrick. Todd a fait des commentaires grossiers sur le fait de prendre le contrôle total et Claire a ri de son mari pathétique, trop confiant pour voir ce qui se passait sous ses yeux. Mais c'est la conversation enregistrée par Derrick jeudi soir qui l'a poussé à dépasser le point de non-retour. Quand vas-tu lui dire ? La voix de Todd résonnait clairement à travers la puce de chambre que Derrick avait implantée. Bientôt, a répondu Claire. Derrick est tellement dévoué à Tyler qu'il accepterait n'importe quoi pour continuer à le voir. Je prendrai la maison, la moitié de son entreprise et une pension alimentaire suffisante pour nous assurer un certain confort pendant que tu t'installes ici. Et s'il n'est pas d'accord, le rire de Claire était froid et calculateur. Ensuite, nous utiliserons Tyler contre lui. Derrick préférerait payer plutôt que de voir son fils penser du mal de lui. De plus, après l'accident de karaté, nous pourrions probablement convaincre les gens que Derrick est violent. Mes parents témoigneraient. Ça. Derrick était assis dans sa voiture devant chez lui, écoutant sa femme comploter pour le détruire, utilisant leur fils blessé comme arme. La femme qu'il aimait depuis 15 ans, la mère de son enfant, complotait pour le faire accuser d'agresseur tout en lui volant tout ce pour quoi il avait travaillé. Cette nuit-là, Derrick appela son ancien camarade de marine Rick Santana, qui dirigeait désormais un cabinet d'enquêteurs privés à Las Vegas. J'ai besoin de tout, lui dit Derrick. Dossier financier, compte caché, pseudonyme, associé, contact criminel. Il me faut assez de munitions pour les enterrer tous les deux si profondément qu'ils ne reverront jamais la lumière du jour. Jusqu'où veux-tu aller, mon frère ? La voix de Rick exprimait la compréhension de quelqu'un qui avait servi aux côtés de Derek dans des endroits où les règles étaient différentes. Jusqu'au bout, répondit Derrick. Sans limite, sans pitié. Ils ont déclaré la guerre à ma famille. Je vais y mettre fin. En 72 heures, Rick avait livré un dossier numérique qui fit sourire Derrick pour la première fois depuis des semaines. Todd avait été plus occupé que Derrick ne le soupçonnait. Des comptes bancaires cachés dans 3 États, une fausse identité utilisée pour éviter de payer une pension alimentaire à sa seconde épouse. Le plus intéressant, un garde-meuble à Phoenix rempli de bijoux, d'œuvres d'art et d'objets personnels qui appartenaient clairement à ses précédentes victimes. Mais le véritable enjeu résidait dans le plan actuel de Todd. Les contacts de Rick avaient découvert que Todd et Claire avaient l'intention de disparaître ensemble une fois le divorce prononcé. Todd avait déjà loué un appartement à Portland sous un faux nom, payé avec l'argent volé à ses précédentes cibles. Derrick étudiait les preuves comme un général préparant un siège. Todd se croyait intelligent, mais Derrick avait combattu de véritables ennemis, pas des ménagères de banlieue et des maris confiants. Claire pensait que ses parents la protégeraient,
mais les contacts de Derick dépassaient de loin tout ce que sa famille pouvait imaginer. La pièce du puzzle s'est mise en place lorsque Tyler, encore en convalescence, a posé à Derick une question qui lui a brisé le cœur. « Papa, pourquoi maman n'arrête-t-elle pas de chuchoter au téléphone? Et pourquoi sent-elle une autre eau de Cologne quand elle rentre du karaté ?» Derick regarda son fils, innocent, blessé, utilisé comme un accessoire dans la tromperie de sa mère, et sentit une sensation de froid et de finalité s'installer dans sa poitrine. Tyler méritait mieux qu'une mère qui le sacrifierait à ses propres désirs égoïstes. Il méritait un père qui le protégerait des prédateurs et des menteurs. Parfois, les adultes font de mauvais choix, mon pote, dit Derick prudemment. Mais je te promets que tu seras toujours en sécurité avec moi. Ce soir-là, Derek convoqua 3 de ses associés les plus proches, Rick de Las Vegas, son ancien chef d'escouade, Danny Torres, qui travaillait désormais dans la sécurité d'entreprise à Chicago, et Maria Santos, avocate spécialisée en droit de la famille et spécialisée dans les divorces très conflictuels impliquant des militaires. Ils se retrouvèrent au bureau de Derick après les heures de bureau. La salle de conférence n'était éclairée que par la lueur des ordinateurs portables et les lumières de la ville au-delà des fenêtres. « Messieurs, madame » commença Derek, sa voix imprégnée de l'autorité qui avait autrefois commandé les marines au combat. « Nous partons en guerre. Les cibles sont Todd Brennan et ma femme Claire. L'objectif est la destruction totale, financière, sociale, juridique et personnelle. Ils ont utilisé mon fils comme une arme contre moi. Ils ont comploté pour voler tout ce que j'ai construit. Ils ont introduit un prédateur chez moi et ont mis ma famille en danger. » Maria répandit des documents juridiques partout. La table. J'ai déjà rempli les documents préliminaires. Nous obtiendrons la garde d'urgence grâce aux preuves de la liaison de Clay et de sa volonté de mettre Tyler en danger. Les enregistrements détruiront toute allégation de violence de votre part. Danny a récupéré des photos de surveillance sur son ordinateur portable. Todd a 3 autres femmes mariées. Il travaille en ce moment. Nous avons divulgué les bonnes informations au bon mari et toute son opération s'effondre. Rick a glissé une clé USB sur la table. Tout ce que Todd a volé ces 5 dernières années. Le FBI recherche certains de ces objets. Nous leur donnons ceci et il envisage des poursuites fédérales. Derick a pris la clé USB et l'a soupesée. Une si petite chose pour détruire la vie d'un homme. Mais Todd avait détruit d'autres vies, et Claire avait choisi de l'aider. La première phase commence demain, a annoncé Derick. Quand j'aurai terminé, Todd sera en prison fédérale. Claire n'aura plus rien, et tous ceux qui les ont aidés comprendront les conséquences d'avoir trahi ma famille. Il a regardé autour de la table ses alliés, des gens qui comprenaient la loyauté. L'honneur est le prix de la trahison. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils ont commencé, dit Derick. Mais ils sont sur le point d'apprendre que certaines guerres sont invincibles. Chapitre 4. Le premier coup. La guerre de Derick a commencé à l'aube d'un mardi. Précisément au moment où Claire partait pour ce qu'elle avait dit à Tyler être une séance d'entraînement spéciale avec Todd. Derick savait qu'il n'y avait rien de tel. Ils prévoyaient de passer la journée à l'hôtel à finaliser leur plan pour détruire sa vie. Au lieu de cela, ils sont tombés dans le piège de Derick. Maria Santos avait préparé les documents juridiques avec une précision chirurgicale. Requête de garde d'urgence, ordonnance restrictive contre Todd dans une action civile alléguant aliénation affective et détresse émotionnelle. Les documents ont été signifiés à Claire à 9h47, alors qu'elle et Todd sortaient de l'hôtel Riverside, enlacés, inconscients d'être photographiés. L'huissier de justice, un inspecteur de police à la retraite nommé Frank Wilson, a filmé leur réaction. Le visage de Claire est devenu blanc à la lecture des documents. Todd a tenté de s'emparer du il a mis ses papiers de côté, pour finalement découvrir qu'il avait sa propre ordonnance restrictive, une ordonnance restrictive lui interdisant de s'approcher des biens de Claire, Tyler et Derick, avec effet immédiat. C'est du harcèlement, a crié Todd. Mais Frank s'éloignait déjà, son travail accompli. La première phase visait à les séparer et à les embrouiller. Avec l'ordonnance restrictive en vigueur, Todd ne pouvait pas contacter Claire directement ni lui rendre visite chez Derick. Claire ne pouvait emmener Tyler nulle part sans la permission de Derick, et elle ne pouvait pas quitter l'État sans l'approbation du tribunal. Mais le véritable coup de maître de Derick résidait dans le timing. Alors que Claire et Todd tentaient de démêler le piège juridique, Rick Santana était à Phoenix pour rencontrer l'agent du FBI Rebecca Chin au sujet d'un garde-meuble rempli d'objets volés. Nous traquons ces objets depuis 3 ans, a expliqué l'agent Chin en ouvrant le garde-meuble de Todd.
Des bijoux volés à Martha Hoffman à Scottsdale, des œuvres d'art confisquées à la famille Richardson à Denver, et de l'argent liquide disparu lors de 6 divorces différents. Rick a tout enregistré sur son téléphone et envoyé en temps réel. Des nouvelles de Derek. Todd avait été négligent, cachant les trophées de ses victimes comme un tueur en série. Le FBI a découvert plus de 200 000 $ de biens volés, ainsi que de faux papiers d'identité et des dossiers détaillés sur ses cibles. Pendant ce temps, Claire découvrait que Derek avait gelé leurs comptes joints et leurs cartes de crédit. Ses parents ont reçu des copies des enregistrements audio où Claire expliquait comment elle avait accusé d'Eric d'abus, ainsi qu'une mise en demeure l'informant qu'il envisageait de porter plainte pour complot et mise en danger d'enfants. À midi, Linda Hoffman, paniquée, appelait le bureau de Derek. « Derek, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Claire dit, « Tu as perdu la tête, mais on n'était pas au courant de la liaison. On essayait juste de protéger. » Protéger quoi? La voix de Derek coupa son bégaiement. Protéger le droit de votre fille à commettre l'adultère. Protéger le droit de son amant à mettre mon fils en danger. Protéger votre propre droit d'empêcher un enfant de recevoir des soins médicaux. On pensait que Tyler allait bien. Claire a dit que ce n'était qu'un bleu. Derek sourit froidement, cependant. Linda ne le voyait pas à travers le téléphone. Claire vous a menti, Linda. Tout comme elle me ment. Le dossier médical montre que Tyler aurait pu mourir si je n'avais pas appelé les secours. Votre fille a mis la vie de notre fils en danger pour protéger sa liaison. Le silence à l'autre bout du fil dura près d'1 minute. Que voulez-vous, murmura finalement Linda. La justice, répondit Derek. Votre fille a déclaré la guerre à ma famille. Je vais le finir. Derek raccrocha et appela immédiatement Danny Torres à Chicago. La deuxième phase est lancée, dit Derek. Cibler le réseau de soutien. Danny avait été occupé. La certification d'instructeur d'arts martiaux de Todd était frauduleuse. Il n'avait jamais terminé la formation requise ni réussi les examens officiels. Le Conseil d'État des licences avait reçu une information anonyme, accompagnée de preuves documentaires des faux diplômes de Todd. Son dojo serait fermé dans les 48 heures. Mais le coup le plus dévastateur pour Derek était encore à venir. À 15 heures, alors que Claire était assise dans sa voiture devant un café fermé où elle avait prévu de retrouver Todd, son téléphone sonna. C'était l'école de Tyler. Madame Morrison, ici la directrice Williams. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. Il y a eu un incident impliquant Tyler. Le cœur de Claire s'est arrêté. Quel genre d'incident? Est-il blessé? Il est sain et sauf, mais nous devons discuter de certaines choses inquiétantes qu'il a racontées à son professeur à propos de ce qui s'est passé à la maison la semaine dernière. Claire se précipita vers l'école, l'esprit rivé sur elle. Tyler était resté silencieux depuis l'accident de karaté, lui parlant à peine, sauf pour lui demander des nouvelles de son père. Qu'avait-il dit à son professeur? Elle trouva Tyler dans le bureau du directeur avec son professeur, Madame Andry, et une femme que Claire ne reconnaissait pas. Madame Morrison, je suis Sarah Mitchell des services de protection de l'enfance. Le directeur Williams expliqua, Tyler a partagé des informations troublantes sur l'incident où il a été blessé. Claire sentit le monde s'écrouler sous ses pieds. Qu'a-t-il dit? Tyler leva les yeux vers sa mère, confus et blessé dans ses jeunes yeux. Maman, pourquoi as-tu dit à grand-mère et grand-père de ne pas laisser papa appeler les ambulances? J'avais très peur et papa voulait m'aider, mais tu ne l'as pas laissé faire. L'assistante sociale se pencha en avant. Tyler a également mentionné que tu amenais quelqu'un à la maison quand ton mari n'était pas là. Quelqu'un qui te faisait rire d'une manière qui semblait contrarier Tyler. Pouvez-vous nous en parler? La bouche de Claire s'ouvrit et se referma sans un bruit. Derek n'avait pas simplement enregistré ses conversations avec Todd. Il parlait à Tyler, aidant leur fils à comprendre ce dont il avait été témoin sans le manipuler. Je pense qu'il faut appeler mon mari, réussit à dire Claire. Il est déjà en route, dit le principal Williams, accompagné de son avocat. Lorsque Derek arriva avec Maria Santos, il trouva Claire acculée et désespérée. L'enquête des services de protection de l'enfance était légitime. Derek leur avait simplement fourni des informations factuelles sur le comportement de Claire et les avait laissés tirer leurs propres conclusions. Monsieur Morrison, Sarah Mitchell, s'adressa à Derek. Nous avons examiné le dossier médical de la blessure de Tyler ainsi que les déclarations des témoins sur l'incident.
Nous avons quelques inquiétudes quant au jugement et aux priorités de Madame Morrison. Dererik hocha gravement la tête. Ma principale préoccupation est la sécurité et le bien-être de mon fils. La semaine dernière m'a montré que sa mère ne partage peut-être pas ses priorités. Claire regarda Dererik avec une pointe de panique. Derek, s'il te plaît. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais on peut arranger ça. Les yeux gris de Dererik étaient aussi froids que la glace arctique. Tu as fait un choix, Claire. Tu as choisi Todd plutôt que Tyler, tes parents plutôt que ton fils, ta liaison plutôt que ta famille. Maintenant, tu dois en subir les conséquences. En quittant l'école, Tyler marchait à côté de Derek, tandis que Claire le suivait de quelques pas, les larmes aux yeux. Elle avait complètement perdu le contrôle de la situation et Dererik ne faisait que commencer. Ce soir-là, alors que Tyler faisait ses devoirs à la table de la cuisine et que Claire restait triste et stupéfaite sur le canapé, le téléphone de Dererik vibra, un SMS de Rick lui parvenant. Todd est en détention fédérale. Le FBI a perquisitionné son appartement il y a 1 heure. On a découvert d'autres biens volés et des preuves d'usurpation d'identité. Il risque 10 à 15 ans de prison minimum. Dererik jeta un coup d'œil à Claire, qui fixait le mur d'un air absent, se demandant probablement comment son plan parfait avait pu s'effondrer si complètement en une seule journée. Elle ignorait que ce n'était que le début. Chapitre 5. Resserrer l'étau. Vendredi matin, le monde de Claire avait complètement implosé. Todd était en détention fédérale. Ses parents ne répondaient pas à ses appels, et elle avait été informée que l'avocat de Dererik demandait la garde exclusive de Tyler en raison de son comportement dangereux et irresponsable. Mais Dererik ne se contentait pas des souffrances de Claire. Il voulait une victoire totale. La beauté du plan de Dererik résidait dans sa légitimité. Il n'avait pas piégé Claire ou Todd pour des faits qu'ils n'avaient pas commis. Il avait simplement veillé à ce que leurs crimes et leurs trahisons soient révélés de la manière la plus accablante possible. Les accusations fédérales portées contre Todd étaient fondées. Le FBI enquêtait sur le réseau de vol depuis des années. Ils avaient juste besoin que quelqu'un les oriente dans la bonne direction. La négligence de Claire envers Tyler lors de l'incident de karaté était un fait avéré. Sa liaison était prouvée par des preuves audio et vidéo. Dererik avait simplement instrumentalisé la vérité. Vendredi après-midi, un nouveau rebondissement arriva. Rick appela de Las Vegas pour donner des nouvelles qui firent sourire Derek. Todd essaie de conclure un accord. Rick a annoncé qu'il proposait de témoigner contre Claire, affirmant qu'elle était celle qui avait monté le stratagème pour vous escroquer lors du divorce. Dererik n'était pas surpris. Les hommes comme Todd étaient des lâches dans l'âme. Des prédateurs qui se retournaient contre leurs complices dès qu'ils en subissaient les conséquences. Laissez-le parler, a dit Dererik. Claire est sur le point d'apprendre ce que signifie la loyauté pour un criminel de carrière. Ce soir-là, Derek prépara le dîner pour Tyler tandis que Claire était assise à la table de la cuisine, les yeux rivés sur des documents juridiques qu'elle ne pouvait pas se permettre de contester. Ses parents l'avaient finalement rappelé, mais seulement pour lui dire qu'ils avaient consulté leur propre avocat et qu'ils ne pourraient plus la soutenir si cela impliquait de faire face à des poursuites pénales. Papa, dit doucement Tyler tandis que Dererik l'aidait à faire ses devoirs de maths. Maman va-t-elle aller en prison? Dererik regarda son fils, encore bandé par des blessures qui auraient pu lui être fatales sans son intervention rapide, et sentit sa détermination se renforcer encore davantage. Ta mère a fait de très mauvais choix, mon pote. Parfois, les adultes doivent en assumer les conséquences, tout comme les enfants. Tyler hocha la tête solennellement. À 12 ans, il était assez grand pour comprendre que son monde avait changé à jamais. Derek était déterminé à ce que le garçon en ressorte plus fort, et non brisé. Samedi, Dererik attendait la nouvelle. Danny Torres l'appelait de Chicago avec une information qui allait lui porter le coup fatal. Tu ne vas pas le croire, dit Danny, la voix serrée par la colère. Todd ne se contentait pas de voler ses victimes. Il organisait des usurpations d'identité, utilisant les informations personnelles des femmes qu'il séduisait pour ouvrir des comptes de crédit et contracter des prêts. Le nom de Claire figure sur cette demande de carte de crédit et de prêt personnel totalisant plus de 90 000 $. Dererik sentit une satisfaction glaciale s'installer dans sa poitrine. Elle le savait. Les SMS le laissaient entendre. Todd lui envoyait des photos de lettres d'approbation et elle répondait par des émojis durs et des messages sur la construction de leur avenir ensemble. Ce n'est pas juste une adultère, Derek. Elle est complice d'une fraude fédérale. Cet après-midi-là,
Dereric prit une décision qui lui aurait semblé impossible 2 semaines plus tôt. Il appela sa femme à l'étage, dans leur chambre, pour une conversation privée. Claire le suivit nerveusement, les yeux rougis par les pleurs et les nuits blanches. Elle avait perdu 7 kilos depuis mardi, le stress vieillissant son visage d'une manière qui rappela à Derrick sa jeunesse et sa beauté lors de leur rencontre. « Assieds-toi » dit Dereric en désignant le lit où elle l'avait trahi avec Todd. Claire se percha sur le bord comme un oiseau, prête à fuir. « Derek, je sais que tu es en colère, mais moi, je ne le suis pas » l'interrompit Dereric d'une voix calme et posée. « La colère, c'est ce qu'on ressent quand on nous coupe la route ou qu'on nous prend une place de parking. Ce que je ressens est bien plus profond. » Il sortit son téléphone et lui montra une vidéo de surveillance de l'hôtel où elle et Todd avaient passé leur dernière matinée ensemble. Todd était en contact avec le FBI. Derek continua, « Saviez-vous qu'il prétend que vous êtes le cerveau de l'usurpation d'identité? Il dit que vous lui avez fourni mes informations financières et que vous l'avez aidé à planifier la fausse arnaque au divorce. » Le visage de Claire devint blanc. « C'est faux. Je ne sais pas si ce n'est pas tout à fait vrai. Dereric a dit que vous n'étiez qu'un idiot utile. Todd vous a manipulé comme il a manipulé toutes ses autres victimes. Mais les preuves se moquent de vos intentions, Claire. Les demandes de crédit portent votre nom. Les SMS vous montrent en train de célébrer l'approbation des prêts. Légalement, vous êtes aussi coupable que lui. » Claire se mit à pleurer. Les sanglots désespérés de quelqu'un qui comprenait enfin la profondeur de sa situation. « Que voulez-vous ? » murmura-t-elle. Dereric sourit et Claire frissonna devant la froide malice dans son expression. « Je veux tout, dit-il simplement. Je veux que tu me cèdes la garde complète de Tyler. Je veux que tu renonces à tout droit sur notre maison, mon entreprise, nos investissements et mes comptes de retraite. Je veux que tu avoues ta liaison et ta fraude par écrit, en admettant que tu as mis la vie de notre fils en danger pour protéger ton complot criminel. Derek, c'est tout. Tu me laisserais sans rien. Tu m'as laissé sans rien en faisant venir ce prédateur chez nous. » Derek a répondu, « Tu as laissé Tyler sans rien en choisissant ta liaison plutôt que sa sécurité. Tu as quitté notre mariage sans rien quand tu as décidé que Todd était plus important que les vœux que tu m'avais faits. » Claire regarda la chambre. Leur chambre où elle avait construit une vie avec Derek pendant plus de 15 ans. Où Tyler s'était glissé dans leur lit pendant des orages. Où elle avait prévu de tout trahir pour un homme qui la livrait maintenant au loup pour sauver sa peau. « Si je ne signe pas, tu iras en prison fédérale comme complice de Todd. » Tyler grandit en sachant que sa mère a choisi un criminel plutôt que sa propre famille. Et quand tu sortiras dans cet à 10 ans, tu n'auras plus rien de toute façon. Plus un casier judiciaire qui te rendra impossible de reconstruire ta vie. Dereric se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant le quartier où ils avaient prévu d'élever Tyler, où ils pensaient construire quelque chose de durable. « Je t'offre un choix, Claire. Signer les papiers, avouer tes crimes et disparaître discrètement. Je veillerai à ce que les accusations de fraude se concentrent sur Todd. Tu seras traité comme un autre des siens. Victime. Tu peux recommencer ailleurs. Construire une nouvelle vie sans entraîner Tyler dans les ruines de tes erreurs. Tu veux que je parte ? Ne plus jamais revoir Tyler. » Dereric se retourna pour lui faire face. Et Claire vit le Marine qui avait survécu à 3 missions de combat, qui avait bâti une entreprise prospère grâce à la discipline et à la détermination, qui n'avait jamais perdu une bataille. Tu as cessé d'être la mère de Tyler au moment où tu as choisi de protéger ta liaison plutôt que la vie de ton fils. Derek dit, « Je te donne l'occasion de faire une chose décente. Éloigne-toi et laisse-le guérir. » Claire le fixa un long moment, comprenant enfin que l'homme qu'elle avait épousé était capable de choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Derek Morrison n'avait pas seulement gagné ses guerres. Il avait si complètement anéanti ses ennemis qu'il n'avait plus jamais eu l'occasion de menacer sa famille. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, » murmura-t-elle. « Tu as jusqu'à lundi matin, » répondit Dereric. « Après ça, le choix ne t'appartient plus. » Alors que Claire sortait de la pièce en titubant, Dereric n'éprouvait ni satisfaction, ni pitié, ni regret. Elle déclarait la guerre à sa famille. Elle allait maintenant apprendre que Derek Morrison ne se battait pas seulement pour gagner. Il se battait pour que ses ennemis ne se relèvent plus jamais. Chapitre 6. L'ultimatum. Le dimanche soir arriva avec le poids de la finalité. Claire était assise dans la cuisine, les yeux fixés sur les documents juridiques étalés devant elle comme une condamnation à mort, les papiers de fin de garde,
les accords de transfert de propriété et une confession détaillée qui mettrait fin à sa vie telle qu'elle la connaissait. Derek la trouva là à minuit. Tyler dormait depuis longtemps à l'étage, la maison silencieuse, à l'exception du bourdonnement du réfrigérateur et des reniflements occasionnels de Claire. « As-tu décidé » demanda-t-il d'une voix neutre. Claire leva vers lui les yeux rouges. « Je veux voir un avocat aujourd'hui. » Il a dit, « Ces papiers sont un suicide. Que je devrais tout abandonner. » Et il a aussi ajouté, « Si je ne les signe pas, je risque des poursuites fédérales qui me mèneront en prison pendant 10 ans. » La voix de Claire s'est brisée. L'avocat de Todd m'a appelé. Il va témoigner que j'ai tout orchestré. Il dit que je l'ai séduit et manipulé pour qu'il monte une arnaque. Derrick était assis en face d'elle à la table où ils avaient partagé des milliers de repas, où Tyler avait fait ses devoirs pendant qu'ils parlaient de leur journée, où ils avaient planifié anniversaire et vacances, et un avenir qui n'existait plus. « L'aimais-tu » demanda Derrick doucement. La question prit Claire au dépourvu. « Quoi ? Todd, l'aimais-tu ou était-ce juste de l'excitation ? Le frisson de trahir sa famille. » Claire est restée silencieuse un long moment. « Je pensais que oui. Il me faisait me sentir spéciale, importante, comme si j'étais plus qu'une épouse et une mère. Et maintenant je sais qu'il est exactement ce que tu as dit qu'il était. Un prédateur qui m'a dit ce que je voulais entendre. » Claire s'essuya les yeux avec un mouchoir. « Le FBI m'a montré ses dossiers. Il avait des notes détaillées sur moi, sur toi, sur Tyler, notre situation financière, nos problèmes de couple, tout. Je n'étais qu'une cible parmi d'autres. » Derrick n'a ressenti aucune compassion pour sa révélation. « Tu étais prêt à détruire notre famille pour un mensonge. » « Je sais » la voix de Claire était à peine un murmure. « Je sais ce que j'ai fait. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Je sais que Tyler me détestera. » « Tyler ne te déteste pas, » dit Derrick sincèrement. « Il est confus et blessé, mais il ne te déteste pas. C'est pour ça que tu dois signer ces papiers. » Claire regarda à nouveau les documents. « Si je signe ça, je disparais complètement de sa vie. Il grandira en pensant que je l'ai abandonné. Si tu ne les signes pas, il grandira en sachant que sa mère a préféré un criminel à sa propre famille et est allée en prison pour ça. Quelle histoire lui donne la meilleure chance de mener une vie normale ? » Derrick se pencha en avant, ses yeux gris intenses. « Tu as fait ton choix en m'amenant. Todd chez nous. Tu as réussi en mettant en danger la vie de Tyler pour protéger ta liaison. Tu as réussi en complotant pour me faire accuser d'abus et voler tout ce que j'ai gagné. Je t'offre la chance de faire un choix qui donne la priorité à Tyler. » Claire le fixa un long moment. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas ? À chaque angle, à chaque conséquence. Ce n'est pas seulement une vengeance, c'est une stratégie. 20 ans dans les marines, ça apprend à planifier minutieusement, » répondit Derrick. « Tu ne laisses rien au hasard quand des vies sont en jeu. Et si je signe ces papiers, tu me garantis que Todd portera la responsabilité de tout ? Todd assumera les conséquences de ses crimes. Tu seras traité comme une autre victime, ce qui est vrai dans une certaine mesure. » Mais la voix de Claire Derrick se durcit. « C'est la seule offre que tu recevras. Demain matin, si ces papiers ne sont pas signés, je retire la plaidoirie et tu devras faire face à toutes les accusations fédérales. » Claire prit le stylo, la main tremblante. « Diras-tu à Tyler que je l'aimais quand ? Il est plus âgé ? Je lui dirai que sa mère a fait des erreurs, mais qu'elle l'aimait suffisamment pour s'en aller plutôt que de le blesser davantage. » Derrick a dit que c'était la meilleure fin possible à cette histoire. Claire a signé les papiers, les larmes aux yeux. Chaque signature était un morceau de sa vie qu'elle abandonnait à jamais. Une fois terminé, Derrick a rassemblé les documents et les a rangés dans sa mallette. « Tu as jusqu'à mercredi pour régler tes affaires et quitter la ville, » a-t-il dit. Après cela, l'ordonnance restrictive s'étend à Tyler. Claire a hoché la tête, comprenant qu'elle était désormais une étrangère dans ce qui avait été sa maison pendant une décennie et demie. Lundi matin, une action rapide et définitive a été entreprise. Maria Santos a déposé les documents de garde et les transferts de propriété avant 9 heures. À midi, les aveux de Claire étaient entre les mains du FBI, leur fournissant des preuves supplémentaires contre Todd tout en la présentant comme une victime manipulée plutôt que comme un cerveau criminel. Derrick est allé chercher Tyler lui-même à l'école, ce qu'il faisait depuis l'incident de karaté. Sur le chemin du retour, Tyler a posé la question à Derrick. Redoutant.
Papa, pourquoi maman fait ses valises? Dererick s'est garé dans leur allée et a coupé le moteur. Il avait répété cette conversation, mais affronter la confusion innocente de son fils lui donnait encore l'impression de recevoir un éclat d'obus en pleine poitrine. Ta mère a commis de très graves erreurs, mon pote. Elle doit s'absenter un moment pour réfléchir à ce qu'elle a fait et essayer de réparer les dégâts. Tyler resta silencieux un instant. Est-ce qu'elle va revenir? Dererick regarda son fils, 12 ans, se remettant des blessures causées par sa mère, assez grand pour comprendre que son monde était en train de changer à jamais. Je ne sais pas, dit Dererick honnêtement. Mais ce que je peux te promettre, c'est que tu es en sécurité, que tu es aimé, et je ne laisserai plus jamais personne te faire de mal. Tyler hocha la tête solennellement. Est-ce que tout ira bien? Juste nous? Dererick ressentit une vague d'amour protecteur pour ce garçon courageux et blessé qui endurait plus de traumatismes que la plupart des adultes n'en ont jamais subi. Tout ira mieux, promit Dererick. Nous construirons quelque chose de meilleur. Ce soir-là, Claire dit au revoir à Tyler dans le salon où l'accident de karaté avait tout déclenché. Elle le serra doucement dans ses bras, soucieuse de ses côtes encore en convalescence, et lui murmura des excuses qu'il était trop jeune pour comprendre pleinement. « Sois gentil avec ton père », dit-elle d'une voix brisée. « Et souviens-toi que je t'aime, même si je n'ai pas été très doué pour le montrer. » Tyler la serra dans ses bras, confus mais essayant d'être fort. « Je t'aime aussi, maman. » Dererick regarda depuis l'embrasure de la porte Claire dire au revoir à la vie qu'elle avait détruite. Il ne ressentait aucune satisfaction dans sa douleur, aucune joie dans ses larmes. C'était simplement la conclusion inévitable de la guerre qu'elle avait déclenchée. À l'aube du mercredi, Claire Morrison quitta la ville dans une voiture de location, portant 2 valises et le poids de la perte de tout ce qui avait compté pour elle. Derek la regarda partir par la fenêtre de la chambre de Tyler, son fils dormant encore à ses côtés. Todd Brennan fut condamné à 12 ans de prison fédérale. 2 mois plus tard, son empire d'arts martiaux se révéla être une escroquerie, ses victimes se comptant par dizaines, ses crimes s'étendant sur plusieurs États et plusieurs années. Il passerait le reste de sa quarantaine derrière les barreaux. Un homme brisé qui avait enfin assumé les conséquences de son comportement prédateur. Les parents de Claire vendirent leur maison et déménagèrent en Floride. Incapables d'affronter le scandale dans leur ville natale, ils avaient permis les crimes de leur fille et en avaient payé le prix en ostracisme social et en frais de justice. Derek Morrison assurait la sécurité de sa famille, la survie de son entreprise et l'avenir de son fils. Il avait gagné la guerre complètement, totalement et définitivement. Au final, Claire avait raison sur un point. Dererick était exactement ce qu'il paraissait être. Un homme qui protégeait sa famille avec une efficacité impitoyable et détruisait quiconque les menaçait. Certaines guerres valaient la peine d'être menées jusqu'au bout. Chapitre 7. L'ascension du Phénix. 6 mois après le départ de Claire, Dererick et Tyler s'étaient installés dans une nouvelle normalité, plus solide que leur ancienne vie ne l'avait jamais été. Tyler excellait à l'école. Ses côtes étaient complètement guéries et père et fils avaient noué un lien, forgé par une survie partagée et une confiance inconditionnelle. Mais le travail de Dererick n'était pas encore terminé. Par une froide matinée de février, Derek reçut un appel qui lui rappela que certains ennemis ne capitulaient jamais vraiment. « Monsieur Morrison, ici l'inspectrice Sandra Price de la police de Portland. Nous devons vous parler de votre ex-femme. » Derek sentit Tyler se raidir à côté de lui au petit déjeuner. Son fils avait appris à lire les signes avant-coureurs des ennuis. « Et elle ?» demanda prudemment Dererick. Claire Morrison a été retrouvée morte hier dans son appartement. Les circonstances sont inhabituelles. Nous aimerions que vous veniez à Portland pour être interrogé. Le sang de Dererick se glaça. Non pas de chagrin, mais d'inquiétude tactique. Comment était-elle morte? Un suicide apparent. Mais il y a quelques incohérences dont nous devons discuter. Pouvez-vous prendre l'avion aujourd'hui? Dererick avait pris des dispositions pour que Tyler soit hébergé chez Danny Torres, devenu oncle de substitution depuis le divorce. Alors qu'il faisait ses bagages pour Portland, Dererick réfléchissait à toutes les possibilités. Claire avait-elle finalement craqué sous le poids de la perte, ou s'agissait-il de quelque chose de plus sinistre? Il trouva la réponse dans une chambre d'hôtel de Portland ce soir-là, lorsque l'inspecteur Price lui montra les photos de la scène de crime et la lettre de suicide. Votre ex-femme a laissé des aveux détaillés, affirmant que vous l'aviez piégée pour fraude, détruit sa vie systématiquement et l'aviez poussée au suicide par la torture psychologique, expliqua l'inspecteur Price.
Elle prétend également que vous l'aviez menacée de mort si elle essayait de contacter votre fils. Derek étudia la lettre manuscrite de Claire, mais contenant des détails que seule une personne connaissant parfaitement ses méthodes pouvait connaître. Sa formation militaire, ses techniques de surveillance, son réseau de contacts, tout cela décrit avec précision, mais présenté comme une preuve de complot criminel plutôt que comme une enquête légitime. Inspecteur, je pense que vous devez comprendre quelque chose au sujet de mon ex-femme, dit calmement Derek. Elle était impliquée avec un criminel de carrière nommé Todd Brennan. Lorsque leur plan a échoué, elle a été inculpée au niveau fédéral. L'accord de plaidoyer qui lui a permis d'éviter la prison l'obligeait à avouer ses crimes et à renoncer à la garde de notre fils. Dererick a sorti son téléphone et a montré à l'inspecteur Price les conversations enregistrées où Claire expliquait qu'elle le présentait comme violent. Claire était désespérée et risquait la prison. La torture psychologique qu'elle décrit était en réalité les conséquences juridiques de ses propres actes. L'inspecteur Price a écouté les enregistrements. Son expression devenait de plus en plus sceptique quant à la version des faits de Claire. Monsieur Morrison, le mot de votre ex-femme affirme que vous avez des liens avec le crime organisé et que vous avez menacé de la tuer si jamais elle tentait de revenir. Dererick a souri froidement. Inspecteur, j'ai passé 20 ans dans les marines et je dirige maintenant une société de conseil en sécurité légitime. Mes relations sont des agents des forces de l'ordre, des agents fédéraux et des militaires. Si je voulais menacer quelqu'un, je n'aurais pas besoin du crime organisé. Mais alors que Dererick retournait à Chicago le lendemain, il a compris la dernière intention de Claire. Le stratagème était plus sophistiqué qu'une simple vengeance. Quelqu'un l'avait aidé à rédiger cette lettre de suicide. Quelqu'un qui en savait suffisamment sur les méthodes de Dererick pour rendre les allégations crédibles. Quelqu'un qui voulait sa mort autant que Claire. La réponse lui vint en un éclair de lucidité alors qu'il récupérait Tyler chez Danny. Claire ne s'était pas suicidée. Elle avait été assassinée et son assassin avait utilisé sa mort pour faire accuser Derek d'une campagne de torture psychologique qui avait poussé une femme innocente au suicide. « Papa, tu as l'air inquiet », observa Tyler en rentrant chez lui. Dererick jeta un coup d'œil à son fils, maintenant âgé de 13 ans et d'une maturité insurpassable. Tyler avait survécu à la trahison de sa mère, à ses propres blessures physiques et à la destruction de sa famille. Il méritait la vérité. Quelqu'un essaie encore de faire du mal à notre famille, mon pote. Mais cette fois, je suis prêt. Dererick passa la semaine suivante à enquêter sur les derniers mois de Claire à Portland. Les contacts de Rick Santana en ville révélèrent des informations troublantes. Claire fréquentait un nouveau venu, un certain Vincent Cross, qui se faisait passer pour un promoteur immobilier, mais dont les antécédents étaient complètement inventés. Vincent Cross était le pseudonyme de Victor Costano, un homme lié au même réseau criminel auquel Todd avait été indirectement mêlé. Vincent avait séduit Claire non pas pour l'argent ou l'amour, mais pour se venger de Derek. Les pièces du puzzle se sont mises en place à mesure que Dererick creusait. L'arrestation de Todd avait perturbé bien plus que sa propre escroquerie. Il faisait partie d'un vaste réseau d'usurpation d'identité que l'enquête de Dererick avait contribué à démasquer. Vincent mettait de l'ordre dans ses affaires et visait Derek pour avoir détruit leur entreprise. Le meurtre de Claire devait être le premier coup d'une guerre dont Derek ignorait même le début. Il a commis une erreur, a expliqué Dererick à son équipe réunie dans son bureau de Chicago. Maria Santos, Danny Torres et Rick Santana écoutaient d'un air sombre Dererick exposer les preuves. Vincent pensait que Claire était ma faiblesse. Il pensait que je serais anéanti par sa mort et distrait par l'enquête pour meurtre. Il ne comprend pas que Claire a cessé d'être ma famille au moment où elle nous a trahis. Les yeux gris de Dererick étaient aussi froids que l'acier arctique. Vincent Costano a déclaré la guerre à ma famille. Tyler est en danger. Tant que cet homme est libre, c'est fini. Maria semblait mal à l'aise. Derek, ce que tu décris ressemble à un meurtre prémédité. Je ne peux pas y participer. Tu n'y participes à rien. Dererick l'interrompit. Tu as fait ton travail avec brio. Et Tyler et moi t'en sommes reconnaissants. Mais la suite dépasse les solutions juridiques. Danny et Rick échangèrent un regard. Ils avaient servi avec Derek dans des endroits où les règles étaient différentes, ou protéger des vies innocentes impliquait des choix difficiles. De quoi as-tu besoin, demanda simplement Danny. Dererick sourit, et ses anciens camarades reconnurent son expression. Il l'avait déjà vu dans des camps désertiques et des grottes de montagne, juste avant que Derek Morrison n'élimine les menaces qui pesaient sur leur mission. Vincent pense qu'il me traque, dit Dererick. Il est temps de lui montrer ce que c'est que d'être une proie.
La guerre que Claire avait déclenchée avec sa liaison allait devenir bien plus meurtrière. Derek Morrison s'était bâti une vie paisible et prospère, mais il n'avait jamais oublié le métier de tueur. Certains ennemis ne comprenaient qu'une seule langue. Chapitre 8. Hunter devient traqué. Vincent Costano avait commis l'erreur fatale de sous-estimer son ennemi. Tandis qu'il était occupé à mettre en scène la mort de Claire et à préparer son coup monté, Dererik démantelait systématiquement toute l'opération de Vincent avec la précision d'une campagne militaire. La première frappe de Dererik eut lieu un mardi à l'aube, lorsque des agents fédéraux perquisitionnèrent 3 planques à Portland grâce aux renseignements que Derek avait fournis grâce à ses contacts dans les forces de l'ordre. Le réseau d'usurpation d'identité de Vincent s'effondra du jour au lendemain, avec cette arrestation et suffisamment de preuves saisies pour garantir de lourdes peines de prison. Mais Dererik n'en avait pas fini. Il voulait que Vincent ressente la même impuissance que Claire avait éprouvée durant ces derniers mois. Traqué, isolé, sans refuge ni allié de confiance. La deuxième erreur de Vincent fut de tenter d'intimider Derek en menaçant Tyler. Un homme que Dererik ne reconnaissait pas posait des questions à l'école de Tyler, prétendant faire des recherches sur la famille pour un documentaire sur les vétérans. En visionnant les images de surveillance, Dererik reconnut le visage de Vincent grâce aux photos de surveillance que Rick avait obtenues. Ce soir-là, Dererik convoqua Tyler dans son bureau pour une conversation qui lui rappela douloureusement la nuit où il avait annoncé à son fils le départ de Claire. « Mon pote, on va prendre des vacances, » dit Derek. « Juste toi et moi, en sécurité, pendant que je règle quelques affaires. » Tyler, désormais plus sage que ses 13 ans, observa le visage de son père. « Quelqu'un nous menace encore, n'est-ce pas ?» Dererik hocha la tête. « L'homme qui a blessé ta mère essaie de nous faire du mal maintenant. Mais cette fois, je ne vais pas attendre qu'il fasse le premier pas. Devrons-nous déménager? Changer de nom ?» Dererik s'agenouilla près de la chaise de son fils, le regardant droit dans les yeux. « Mon fils, je te le promets. Nous ne fuirons jamais personne. C'est notre maison, notre vie, notre famille. Quiconque menace cela en subira les conséquences. Mais nous ne fuirons pas. » Tyler hocha la tête solennellement. « Que voulez-vous que je fasse ?» Dererik ressentit une vague de fierté devant le courage de son fils. « Fais-moi confiance et reste près de lui. Ce sera bientôt fini. » Dererik envoya Tyler chez Maria Santos et sa famille, où il serait protégé à la fois par l'immunité légale et par la sécurité que Derek avait organisée. Puis Dererik tendit son piège. Utilisant les méthodes de Vincent contre lui, Dererik laissa fuiter des informations suggérant qu'il était dévasté par la mort de Claire et qu'il cherchait à se venger de la police de Portland pour son enquête. Il se donna l'air isolé, accablé de chagrin et vulnérable. Vincent mordit à l'hameçon. Vendredi soir, Dererik était assis seul dans son bureau, apparemment en train d'examiner des documents juridiques et de boire beaucoup. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lumière du bureau, et Dererik avait l'air d'un homme brisé envisageant des mesures désespérées. Vincent entra par la fenêtre du sous-sol que Dererik avait volontairement laissé déverrouiller, avançant avec l'assurance d'un prédateur s'approchant d'une proie blessée. Il se faufila à travers la maison de Dererik, passant devant les photos de famille et les projets scolaires de Tyler, vers la lumière du bureau où Dererik l'attendait. Derek Morrison. Vincent s'annonça en franchissant la porte, une arme à la main et une voix satisfaite. « Il est temps de payer pour avoir détruit mon entreprise. » Dererik leva les yeux de son bureau, les yeux rouges et l'expression flasque d'un homme qui avait perdu espoir. « Vincent Costano, je me demandais quand tu te montrerais enfin. » Vincent sourit froidement. « Ta femme m'a tout raconté sur toi avant de mourir. Comment tu as détruit sa vie, monté son fils contre elle, l'a poussé au désespoir. Elle m'a supplié de te faire souffrir comme elle a souffert, et tu l'as obligée, » dit Dererik doucement. « Je lui ai donné ce qu'elle voulait. Vengeance contre l'homme qui l'a détruite. Claire est morte en sachant que tu serais accusé de son meurtre. Que tu perdrais ton fils et ta liberté, comme elle. » Dererik se leva lentement, les mains visibles et vides. « Il n'y a qu'un seul problème avec ton plan, Vincent. » Lequel? L'expression de Dererik passa du désespoir brisé à la froideur du calcul en un instant. J'ai enregistré cette conversation. La confiance de Vincent vacilla lorsque Derek fit un geste vers le matériel de surveillance quasi invisible qu'il avait installé dans la pièce. Tu viens d'avouer le meurtre de mon ex-femme et de me faire accuser de sa mort. Cet enregistrement est transmis en temps réel à 3 forces de l'ordre différentes. Vincent leva son arme, mais Dererik était déjà en mouvement.
20 ans d'entraînement militaire et d'expérience au combat se manifestèrent alors que Derek réduisait la distance entre eux plus vite que Vincent ne pouvait réagir. Le combat fut bref et brutal. Vincent était un criminel, un manipulateur, un tueur de femmes vulnérables. Derrick était un marine. Lorsque la police de Portland arriva 20 minutes plus tard, répondant à l'alerte automatique, le système de sécurité de Derrick s'était déclenché et ils avaient trouvé Vincent Castiano inconscient, attaché à une chaise. Les aveux enregistrés de Derrick passaient en boucle. L'inspecteur Price inspecta le bureau, observant le système de surveillance sophistiqué et le calme de Derrick alors qu'il prodiguait les premiers soins à son agresseur. « Monsieur Morrison, vous avez tout monté, n'est-ce pas » Derrick hocha la tête. « Vincent a tué mon ex-femme et a tenté de me faire accuser de torture psychologique qui l'a poussé au suicide. Je ne pouvais pas le laisser menacer mon fils. » « Vous auriez pu être tué, » fit remarquer l'inspecteur Price. Derrick regarda l'homme inconscient qui avait assassiné Claire et menacé Tyler. « Inspecteur, certains risques valent la peine d'être pris pour protéger sa famille. » Vincent Costano fut inculpé du meurtre de Claire, de complot, d'usurpation d'identité et de tentative de meurtre sur Derek. Les preuves rassemblées par Derrick, combinées aux aveux enregistrés de Vincent, assuraient une condamnation qui le maintiendrait en prison à vie. Mais la victoire de Derrick eut un prix qu'il n'avait pas anticipé. Comme il en allant chercher Tyler chez Maria, il réalisa que le garçon grandirait en sachant que son père était capable de violence. Que Derek Morrison avait résolu des problèmes que d'autres hommes ne pouvaient pas gérer avec des méthodes que d'autres hommes n'auraient jamais tentées. « C'est fini ?» demanda Tyler alors qu'ils rentraient chez eux. « C'est fini », confirma Derrick. « L'homme qui a blessé ta mère ne menacera plus jamais personne. » Tyler resta silencieux un instant. « Papa, avais-tu peur quand tu l'as combattu ?» Derrick envisagea de mentir, donnant à son fils une version édulcorée des événements. Mais Tyler avait déjà survécu à trop de tromperies. « J'étais terrifié », admit Derrick. « Non pas de le combattre, mais de ne pas te protéger. C'est la seule chose qui me terrifie vraiment. L'idée de te laisser tomber. » Tyler tendit la main et serra celle de son père. « Tu ne l'as jamais fait, papa, et tu ne le feras jamais. » Derek Morrison avait gagné une autre guerre, mais à 13 ans, Tyler comprenait déjà que leur famille était différente. C'étaient des survivants, des combattants, des gens qui se protégeaient mutuellement contre des ennemis sans pitié. Alors qu'ils tiraient dans leur allée, Derrick fit la promesse tacite à son fils que personne ne menacerait plus jamais leur famille. Quiconque essayait découvrirait que la violence de Derek Morrison n'avait d'égal que sa détermination à protéger Tyler. Certaines batailles exigeaient une victoire totale. Certains ennemis ne laissaient aucune. Place à la pitié. Chapitre 9. Sang et héritage. Un an après la condamnation de Vincent Costano à la prison à vie, Derek Morrison se tenait dans son jardin et regardait Tyler s'entraîner aux arts martiaux avec un nouvel instructeur, une ceinture noire reconnue qui avait servi 2 fois en Afghanistan et comprenait l'importance de la discipline, du respect et de la protection des innocents. Tyler avait maintenant 14 ans, était grand pour son âge et se tenait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait survécu à un traumatisme et en était ressorti plus fort. Sa mère lui manquait encore parfois, mais il comprenait que les choix de Claire avaient des conséquences au-delà de sa propre vie. « Papa » appela Tyler en terminant son enchaînement. « Maître Chin veut savoir si tu aimerais rejoindre notre cours avancé. » Il dit, « Tu bouges comme quelqu'un qui a suivi une formation militaire. » Derrick sourit à son fils, dont le karaté GI arborait de véritables galons de grade, acquis lors de tests officiels. « Peut-être quand tu seras assez grand pour rivaliser avec ton père. » Tyler lui rendit son sourire, une expression vive et sincère qui rappela à Derrick la petite enfance du garçon, avant que la trahison et la violence n'affectent leur famille. La sonnette retentit, interrompant leur instant. Derrick ne s'attendait pas à des visiteurs, et les invités inattendus éveillaient toujours son sens tactique. Il fit signe à Tyler de continuer à s'entraîner pendant qu'il ouvrait la porte. Debout sur son porche se tenait une femme d'une trentaine d'années, habillée professionnellement, mais dont l'énergie nerveuse mit immédiatement Derek en alerte. Derrière elle se tenait un homme en costume coûteux qui semblait préférer être n'importe où ailleurs. « Monsieur Morrison, je m'appelle Jennifer Walsh. Je suis avocate et je représente la succession de la famille Hoffman. » Le sang de Derrick se glaça. Linda et Robert Hoffman étaient morts dans un accident de voiture 3 mois plus tôt, mais Derrick pensait que ce chapitre de sa vie était clos. « Que puis-je faire pour vous ?» Derek demanda, sans les inviter à entrer. Jennifer semblait mal à l'aise.
Je crains qu'il y ait eu du nouveau concernant le testament de votre ex-femme et le règlement de la succession de ses parents. Claire a laissé des instructions précises concernant l'héritage de Tyler. L'esprit tactique de Dorerick commença immédiatement à assimiler les menaces. Tyler n'a pas d'héritage de sa mère. Elle a renoncé à tous ses droits parentaux et à ses prétentions. C'est exact, acquiesça Jennifer. Mais les parents de Claire avaient créé un fonds fiduciaire pour Tyler avant leur décès. Le fonds entre en vigueur lorsque Tyler aura 18 ans, lui fournissant environ 23 millions pour ses études et son avenir. Dorerick sentit une froide suspicion s'installer dans son estomac, et le fonds est assorti de conditions. L'avocat parla pour la première fois. Tyler doit passer son dernier été avant l'université avec la sœur de Claire, Rebecca, en Californie. Rebecca est désormais la tutrice légale de Tyler selon les documents fiduciaires et elle a des inquiétudes quant à son éducation. Dorerick s'avança, sa présence immédiatement intimidante. Tyler a déjà un tuteur légal. Moi, son père. Jennifer sortit les documents juridiques, les mains légèrement tremblantes. Monsieur Morrison, Rebecca Hoffman-Walsh, conteste votre garde. Elle affirme que Tyler a subi un traumatisme psychologique en raison de votre approche militariste et violente de la résolution des problèmes. Elle a été témoin de déclarations et d'évaluations psychiatriques suggérant que Tyler bénéficierait d'un environnement plus stable. Dorerick parcourut les documents, l'esprit bourdonnant. Rebecca était la sœur cadette de Claire, professeure de psychologie, qui avait toujours désapprouvé le passé militaire de Dorerick. Elle avait été absente pendant la liaison et le procès de Claire, vivant en Californie et évitant le scandale familial. Maintenant, elle passait à l'action, utilisant l'argent de ses parents et ses diplômes universitaires pour contester l'aptitude de Dorerick à être un père. Tyler est heureux, en bonne santé et prospère, dit Dorerick froidement. N'importe quel tribunal peut vérifier que Rebecca possède des preuves documentées de l'exposition de Tyler à la violence, aux menaces et à la criminalité, répondit l'avocat. L'incident de Portland, les enquêtes fédérales, la mort de votre ex-femme. Tyler a été témoin de plus de traumatismes en 2 ans que la plupart des enfants en toute une vie. Dorerick comprit immédiatement la stratégie. Rebecca utilisait la survie de Tyler à la trahison de sa mère comme preuve que Dorerick était un parent indigne. Elle utilisait la force de Tyler contre lui. « Dégage de chez moi », dit Derek doucement, mais sa voix portait la menace de la violence. Alors que les avocats s'éloignaient, Dorerick réalisa qu'il avait affaire à son ennemi le plus dangereux à ce jour. Rebecca n'était pas une criminelle de carrière comme Todd ou Vincent. C'était une universitaire respectée, dotée de diplômes et d'un statut social légitime. Elle ne pouvait être détruite par des tactiques militaires ou des enquêtes criminelles. Elle se battait pour Tyler en utilisant le système judiciaire, et elle avait les ressources pour mener ce combat long et brutal. Tyler apparut à côté de Derek, ayant suffisamment entendu la conversation pour comprendre la menace. « Papa, ils ne peuvent pas m'éloigner de toi, n'est-ce pas ?» Dorerick regarda son fils, courageux, intelligent, loyal, et ressentit la fureur protectrice familière qui l'avait poussé à détruire Todd, Claire et Vincent. « Ils peuvent essayer, dit Dorerick. Mais Tyler, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Cette dispute pourrait mal tourner. Rebecca va prétendre que je suis un mauvais père, que tu serais mieux sans moi. Elle utilisera tout ce qui nous est arrivé comme une arme. » La mâchoire de Tyler se crispa. Dorerick reconnut la sienne. « Papa, tu m'as sauvé la vie quand maman m'a cassé les côtes. Tu m'as protégé quand elle a trahi notre famille. Tu as arrêté l'homme qui l'a assassiné et a tenté de te piéger. Comment tout cela fait-il de toi un mauvais père ?» Dorerick sourit sombrement. « Parce que pour des gens comme Rebecca, survivre fait de toi le problème, pas la solution. » Ce soir-là, Dorerick appela Maria Santos pour une séance de stratégie d'urgence. « C'est différent, » avertit Maria en examinant les documents juridiques de Rebecca. « Ce n'est pas une criminelle que nous pouvons démasquer ni une fraudeuse sur laquelle enquêter. C'est une professeure titulaire au casier judiciaire vierge et sincèrement préoccupée par le bien-être de Tyler. » « Alors, que faisons-nous » demanda Derek. Maria resta silencieuse un long moment. « Nous la combattons au tribunal. Nous documentons la réussite scolaire de Tyler, sa stabilité émotionnelle, sa relation solide avec toi.